Bienvenue sur 12 Rounds, l'émission qui vous replonge dans les rounds les plus mythiques de l'histoire de la boxe. Aujourd'hui, on se penche sur la 4e reprise grâce à un combat de légende entre le puncher George Foreman et le puissant Ron Lyle le 24 janvier 1976 au Caesars Palace de Las Vegas. Alors pour cet épisode, on a la chance de recevoir Karim Elayani, ancien boxeur professionnel et qui est coach au Levallois Sporting Club. Salut Karim, comment tu vas? Salut Jérémy, ça va très bien, merci à toi de m'accueillir. Allez, c'est parti, on y va. Le 24 janvier 1976, George Foreman et Ron Lyle s'affrontent pour le compte de la ceinture vacante NABF au Caesars Palace de Las Vegas. Et les deux boxeurs ont quelque chose à se prouver au cours de ce combat. Pour Big George, il s'agit de laver le traumatisme de Kinshasa. En effet, l'ex-champion du monde remonte pour la première fois sur le ring depuis le mythique Rumble in the Jungle contre Mohamed Ali. 1 an et demi plus tard, il est prêt à repartir au combat et à reconquérir ses ceintures de champion. Ron Lyle, lui, a aussi affronté Mohamed Ali pour ce qui fut son premier combat pour un titre mondial. Et pour le coup, en 1975, Lyle n'avait pas combattu pour une, mais 2 ceintures mondiales, celle de la WBC et WBA, détenues par Ali suite à sa victoire face à George Foreman. Malheureusement pour lui, il tombe sur un Mohamed Ali au sommet de son art. Au Convention Center de Las Vegas, le champion contraint l'arbitre à arrêter le combat suite à un déferlement de crochets et de directs sans réponse du challenger. Mais tout n'est pas perdu pour lui. Le boxeur, originaire de l'Ohio, a l'occasion de se relancer dans la hiérarchie mondiale en cas de victoire face à Foreman. Alors Karim, on le voit, Foreman sort d'une terrible défaite face à Mohamed Ali. Comment se remet-on en selle après avoir perdu un championnat du monde? Bah écoute Jérémy, ça dépend des boxeurs. Il y a plusieurs façons de revenir après une défaite lors d'un championnat du monde. Il y a par exemple déjà se remettre en question soi-même, discuter avec son staff, donc les coachs, tout ce qu'il y a autour de nous pour préparer ce combat-là. Et je peux te citer l'exemple d'Anthony Joshua. Donc après sa défaite contre Ruiz, il s'est remis en question. Donc c'est une bonne chose, c'est positif. Et il a dit, on va revenir à plus de boxe, plus de technique. Parce que peut-être sur le combat d'avant, il a trop misé sur la prépa physique, il a négligé un petit peu ce côté-là technique. Et donc il revient sur les fondamentaux. Il en a discuté avec son staff, tout le monde était d'accord. Donc il s'est dit, bon, on va revenir sur plus de boxe, plus de technique. Et une deuxième façon, c'est changer de staff. Discuter déjà avec son coach et changer si ça ne va pas. On peut prendre l'exemple de Tyson Fury. C'était pas une défaite, mais bon, c'est un match nul. Ouais. Et il a décidé 2 mois avant le combat de changer d'entraîneur. Donc il a pris Sugar Hill Stewart, qui n'est autre que le neveu d'un grand entraîneur, un ex-entraîneur, ex-boxeur pro, Emmanuel Stewart. Et ça a payé, on l'a vu, sa revanche contre Wilder, il l'a remporté. Et avant la limite. Parce que quand il a décidé de changer d'entraîneur, il a fait ce choix, je pense, parce que Stewart, il avait Adonis Stevenson, qui est réputé comme l'un des plus gros punchers. Et lui, Tyson Fury, voulait vraiment gagner contre Wilder avant la limite, par KO. Malheureux vaincu donc pour ce combat qui s'annonce haletant sur le papier. Car si le pédigré de puncher des deux boxeurs est connu, leur physique imposant impressionne tous les observateurs avant le combat. Pour Foreman, tout le monde sait que son punch peut mettre KO n'importe qui et à n'importe quel moment d'un round. Son 1m91, couplé à ses 2 mètres d'envergure, lui permet de placer ses directs du droit et du gauche, tant redoutés par ses adversaires. Lyle, lui, fait la même taille que son adversaire du soir, mais possède une allonge inférieure. Néanmoins, il possède des épaules et trapèzes extrêmement musclés et puissants. La férocité de ses coups peuvent faire tomber l'ex-champion. Si Lyle n'a gagné qu'un seul titre au cours de sa carrière, il est connu pour être dur au mal et pour être capable de pousser les meilleurs boxeurs dans leur dernier retranchement. Quand on sait que ce dernier a passé plusieurs années en prison et que c'est derrière les barreaux qu'il a appris à boxer, on comprend un peu mieux sa rage de vaincre.
Quoi qu'il en soit, ce 24 janvier 1976 oppose deux boxeurs spectaculaires et on a toutes les raisons de penser que ce combat sera un affrontement sans merci. Le face-off d'avant-combat donne des frissons tant le regard de Lyle est perçant et empreint d'une détermination palpable. Dès le début du premier round, les deux boxeurs ne font pas de concessions. Ils restent fidèles à leur style de boxe et sont ultra agressifs. Lyle frappe en puissance et en contre, tandis que Foreman use de son jab du gauche pour maintenir la distance et placer quelques directs du droit surpuissants. Lyle, lui, travaille au corps. Après une séparation de l'arbitre, Lyle touche sévèrement Foreman sur un crochet du gauche. L'activité de la fin du premier round impressionne les spectateurs de Las Vegas. Les coups pleuvent sans faillir. Foreman utilise à merveille l'accrochage sous les coudes pour tenir jusqu'à la fin de cette reprise. À la fin du premier round, les deux boxeurs semblent déjà marqués et on sent bien que ce combat n'ira pas au terme des 12 rounds tant l'intensité est incroyable. Dans la deuxième reprise, Foreman renverse la vapeur en touchant Lyle. Ce dernier a été sauvé car le round n'a duré que 2 minutes en raison d'une erreur du chronométreur. Le troisième round sera relativement calme. Lyle est toujours actif et il touche son adversaire à plusieurs reprises. Foreman réplique toujours grâce à son jab et à ses directs précis. Les deux boxeurs ont déjà tous les deux tremblé. Ils encaissent les coups et semblent déjà épuisés à la fin du troisième round. Le quatrième round débute dans une atmosphère électrique et tout le monde sent que le chaos n'est pas loin. Le vaillant Lyle accélère avec un enchaînement crochet droit, crochet gauche qui fait mettre genou à terre à l'ex-champion du monde. La foule est debout, mais il en faut beaucoup plus pour battre George Foreman. Car en plus de son punch, Big George est connu pour sa capacité hors du commun à encaisser les coups. Il se relève rapidement et repart au combat. Il tente de ralentir la furie destructrice de Lyle en forçant les corps à corps. C'était le combat de ma vie, dira plus tard Foreman. J'étais quasiment KO et je n'avais jamais été à ce point mis en difficulté. Lyle voulait à tout prix me toucher avec sa droite surpuissante. Par la suite, on assiste à plusieurs coups ultra violents de la part des deux boxeurs. Lyle et Foreman subissent chacun crochet et direct de plein fouet. À ce petit jeu, c'est la puissance de George qui triomphe. Oh, Foreman is in trouble. Lyle caught him with a good left. Now George struck back. Now George fought back with a magnificent right. Ron Lyle tombe pour la première fois du combat. Il est touché et se relève difficilement. La fin du combat est proche. Chacun d'entre eux possède les armes pour terrasser l'adversaire. Reste à savoir lequel sera le fameux Last Man Standing. Lyle est courageux et subit les coups de Foreman plusieurs dizaines de secondes après son premier KO. On se demande quand est-ce qu'il finira au sol. Big George cherche encore à le saisir. Mais toujours vaillant, Lyle réplique et jette ses dernières forces dans la bataille lorsque, contre toute attente, il parvient à toucher Foreman sur un violent crochet du droit qui finira à genoux, le visage par terre où il laisse une trace de sang. Le combat semble bien fini, mais Foreman trouve finalement cet instinct de survie qui lui a manqué à Kinshasa et se relève. La foule est debout pour acclamer les deux champions. Alors Karim, on le voit, ce combat est une guerre. Les premières reprises sont très intenses, les deux boxeurs sont exténués, ils ont déjà tous les deux tremblé. Comment peuvent-ils encore tenir debout? Effectivement, c'est un combat très engagé où les deux boxeurs prennent énormément de coups. Donc on se pose la question, on se dit comment deux boxeurs peuvent tenir après avoir reçu tant de coups, tout en sachant que c'est une catégorie où ça envoie vraiment des coups très puissants. Mais au-delà de ça, on a l'aspect psychologique et le mental. Donc il y a une envie de gagner, il y a une détermination, il y a une motivation. Et ça peut faire la différence. Parce que quand on voit la violence des coups, et quand on connaît un petit peu la boxe, c'est vrai qu'on se pose la question comment on tient après avoir reçu de tels coups puissants. Donc il y a vraiment de l'envie dans ce combat et un très gros enjeu.
Dans cette quatrième reprise, les deux boxeurs ont été touchés. On voit vraiment que Foreman récupère grâce à l'accrochage. Vraiment, il va chercher à tenir les coudes de son adversaire et à coller sa tête sur l'épaule. Tandis que Lyle, lui, est vraiment sur une défense passive où vraiment il est en garde, appuyé sur les cordes et laisse passer l'orage en récupérant. D'ailleurs, sur cette partie de combat, il y a une petite anecdote qui est sympa, c'est quand Lyle est vraiment protégé, Foreman qui fait son petit travail, d'ailleurs très connu maintenant par Lomachenko, mais finalement d'autres boxeurs le faisaient avant. C'est vraiment ce travail de déplacement de bras pour pouvoir placer des coups. Il le fait vraiment dans tous les sens. Il le fait aussi en repoussant le bras, en plaçant son bras. Ça, c'est quelque chose que Foreman fait dans ses combats et finalement Lomachenko l'a repris. Qu'est-ce que tu penses toi de ces deux méthodes? Bah écoute Jérémy, ces deux méthodes, bon déjà celle de Foreman, c'est une méthode que beaucoup de boxeurs pro adoptent. Donc le fait de neutraliser les bras de l'adversaire. Donc là par exemple, si je suis en corps à corps et je suis touché, je vais attraper ton bras qui se trouve à l'opposé de l'arbitre, pour pas que l'arbitre voit ce que je fais. Donc, et je peux travailler avec le bras opposé. Okay, donc ça c'est une méthode qui est très courante, ou bien le but, c'est vraiment de neutraliser les mains et de ne pas les passer à l'intérieur, sinon il n'y a pas d'intérêt. Donc il faut empêcher, il faut empêcher le boxeur de travailler et en même temps, je pose le poids sur le boxeur pour pouvoir récupérer. Comme je suis touché, je pose le poids, d'accord? Il y a des petites astuces, on voit des boxeurs qui rentrent le menton au niveau de l'épaule, donc ça déstabilise un petit peu. Et bon, après un combat si engagé, quand on pose le poids du corps sur l'adversaire, forcément c'est pesant et ça puise dans les réserves. Dernier point sur les accrochages, ce qui est très important aussi de rappeler, c'est qu'à cette époque-là, les pouces étaient libres dans les gants. Ça a été vraiment interdit et mis en place par la WBC en 79, le fait d'attacher les pouces. Pourquoi? Parce que finalement il y a eu beaucoup de blessés, justement effectivement au niveau des yeux avec des décollements de la rétine et aussi des entorses du pouce, voire vraiment des fractures très importantes. Mais à cette époque, finalement, ça leur permettait effectivement d'accrocher sous forme de pince vraiment les coudes ou repousser les bras beaucoup plus facilement. Et d'ailleurs, on voit vraiment Foreman qui le fait dès le début du combat. Il gêne vraiment son adversaire avec des bras comme ça. D'ailleurs, c'est une de ses spécialités à Foreman. Et pour la petite histoire, c'est Mohamed Ali qui s'était moqué de lui. He shall be known officially as the Mummy. The Mummy. If you ever watch him in the ring, he drags like that after his opponent. Justement, par ces mouvements-là, il avait repris le principe de la momie lors de la conférence de presse pour son combat. Lyle et Foreman tentent de récupérer comme ils le peuvent, avant de repartir pour un 5e round qui s'annonce tout aussi éreintant pour les organismes. Les deux boxeurs ressemblent plus à deux pantins désarticulés au cours de ce round numéro 5. L'un comme l'autre ne prennent même plus la peine de monter leur garde et de se protéger. Now it's Lyle. Now it's Lyle. What an incredible fight. Utterly without boxing skills. Just punching away. Each fighter in turn leaving himself open. Both men are really working here. Foreman using power and Lyle's waiting just a little too long. They're both fighting. KO debout dans les cordes, Lyle, à bout de force, finit par tomber définitivement KO. L'arbitre, Roth, le compte une seconde fois. Et cette fois-ci, il ne se relèvera pas. Le massacre s'achève sur la victoire de George Foreman. Il rafle par la même occasion la ceinture NABF. Le nouveau champion est à bout de force et tient à peine debout. L'assistance reste choquée par le niveau d'intensité du combat et on sent qu'on vient d'assister à une rencontre de légende. Pour cause, Ring Magazine en fera son combat de l'année 1976. Ce combat ne fait que confirmer la réputation de puncher incroyable de George Foreman. Au plus mal et malmené par un adversaire au cœur immense, il parvient à renverser la vapeur grâce à ce don du ciel. Ce round est marqué par la puissance des coups portés. Les deux boxeurs vont à la limite de leur capacité physique pour remporter le combat. J'irai même au-delà, Jérémy, je dirais que c'est une question de motivation, détermination et d'envie de gagner. Dès le début du 4e round, Ron Lyle change de tactique et colle davantage son adversaire. Avec la fatigue et l'enchaînement des 3 rounds précédents, les deux boxeurs sont conscients que désormais, le moindre coup précis pourrait les mettre KO.
Si Lyle cherche le corps à corps et casse au maximum la distance avec Foreman, ce dernier cherche justement à se placer de façon à continuer de placer ses jabs du gauche. Lors de la première accélération de Lyle, ce dernier parvient à placer des crochets qui vont mettre une première fois Foreman à terre. Par la suite, on s'aperçoit que Lyle continue d'avancer vers Big George, pensant que ce dernier va tomber définitivement KO dans peu de temps. Mais on le sait, Foreman a de la ressource. Il accepte le défi au corps à corps. S'ensuit une accélération fulgurante simultanée de crochets sans qu'aucun des deux boxeurs ne prenne la peine de monter une garde efficace. Ici, il est très clair que chacun d'entre eux cherche le chaos brutal. Les crochets de Lyle font mouche, mais c'est finalement le puissant crochet droit de Foreman qui fera la différence. Lyle est à terre. À ce moment-là, il semble légèrement plus atteint que son adversaire. Le combat reprend. À court de souffle et atteint physiquement, Lyle se réfugie dans les cordes, tandis que Foreman reprend son travail de sape avec son fameux jab du gauche. Ce qu'on observe à ce moment, c'est que si Foreman est à deux doigts de terrasser son adversaire, l'enchaînement de coups portés le fatigue. Son état de forme est au plus bas et il perd en lucidité. Par la suite, il commet une erreur technique qui permet à Lyle de revenir dans la rencontre sur un contre en crochet du gauche. Épuisé, il baisse sa garde. Lyle en profite et se glisse dans cette brèche. Ses crochets gauche et droit font mouche et déstabilisent rapidement Foreman qui tombe quelques secondes plus tard. Ici, au-delà de la performance pugilistique, il faut surtout souligner la vaillance et la détermination des deux boxeurs. Car malgré tout, aucun d'entre eux ne s'avouera vaincu au terme de sa round légendaire. Je me devais de rester actif. Je venais de perdre un championnat du monde face à Ali et j'arrivais avec une nouvelle mentalité. J'avais été affecté par ma défaite. Le combat était mental pour moi et avait commencé bien avant de monter sur le ring. Lorsque je revois les images du combat, je me demande encore comment j'ai fait pour survivre. Lyle frappe tellement fort qu'aucun entraînement d'avant-combat ne peut vous préparer à faire face à de tels coups. Sa puissance était incroyable. Karim, pourquoi Foreman et Lyle sont aussi puissants? Déjà, c'est des poids lourds. C'est une catégorie où les boxeurs sont imposants. Morphologiquement, ils sont très, très costauds, très musclés. Deuxièmement, c'est des boxeurs qui sont ancrés sur leurs appuis. Contrairement à des petites catégories où on va voir des boxeurs très aériens qui vont beaucoup se déplacer. Là, les poids lourds, ils ont souvent les appuis ancrés au sol. Donc forcément, l'impact des coups va être plus puissant, plus violent. Et troisièmement, facteur génétique. Tous les poids lourds ne sont pas tous des gros punchers. Ils vont faire mal, certes, mais le facteur génétique fait en sorte que certains boxeurs vont avoir beaucoup plus de fibres rapides que d'autres. Donc forcément, on va être plus puissant, plus explosif. D'ailleurs, Foreman est vraiment connu dans l'histoire de la boxe comme étant presque le poids lourd le plus puissant. Et d'ailleurs, on peut remarquer qu'il est vraiment toujours les pieds à plat quand il frappe. Il a une bonne assise. Oui, voilà, c'est ça. Tu as un boxeur très aérien qui bouge bien sur les jambes et l'autre qui est posé, verrouillé et pense qu'à envoyer le coup qui va mettre le terme au combat. Dans l'histoire de la boxe, certaines quatrièmes reprises sont rentrées dans la légende de notre sport. Parmi eux, on peut citer le combat entre Roy Jones Jr. et Virgil Hill le 25 avril 2008. Au cours de la quatrième reprise, le champion du monde WBC des légers assène un crochet du droit au corps surpuissant qui met KO Hill. Incapable de reprendre le combat, celui-ci sera emmené à l'hôpital où on constatera qu'une côte fut cassée à cause du coup porté. Fair play, Roy Jones dira après le combat « J'espère que Virgil va bien. Je ne boxe pas pour blesser les gens. » Ring Magazine en fera son KO de l'année. On peut également s'attarder sur le KO impressionnant de José Luis Ramirez sur Edwin Rosario. Le 3 novembre 1984, le titre WBC des poids légers est en jeu. Et les deux boxeurs livrent un combat intense à l'image de leur réputation respective. Ils avancent sans cesse vers l'adversaire et cherchent le coup dur systématiquement. Néanmoins, à la fin du quatrième round, Ramirez trouve la faille et met KO debout Rosario qui ne tombe pas à terre. Il faudra d'ailleurs quelques secondes à l'arbitre pour constater l'état de ce dernier et arrêter le combat. Sinon, dans une époque plus contemporaine, on peut s'attarder sur le chiffre 4 en boxe. Et ici, nous n'allons pas parler d'un round, mais de 4 décennies et un boxeur hors norme. Manny Pacquiao est désormais le seul boxeur dans l'histoire du noble art à avoir été champion du monde
au cours de 4 décennies différentes. C'est l'occasion pour nous de rendre hommage à la carrière exceptionnelle de l'un des meilleurs pound for pound de tous les temps. Karim, pour conclure, as-tu une anecdote sur un de tes boxeurs qui a été compté? Bah, Jérémy, pour te dire franchement, sans prétention, j'ai jamais eu un de mes boxeurs qui a été compté. Bon, j'espère que ça va continuer, ça va durer. On touche du bois. Voilà, on touche du bois, mais bon, ça reste de la boxe, ça va sûrement arriver un jour. Par contre, moi, je me souviens, pour mon premier combat professionnel, donc tu sais très bien, quand on passe de la boxe amateur à la boxe pro, t'as tout qui change, c'est plus le même nombre de rounds, ça dure plus longtemps, et surtout t'as des petits gants. Moi qui boxais en super léger, donc j'avais des gants de 8, c'est pas comme les gants d'amateur. Premier round, je me fais surprendre. Donc je suis là, j'observe, il y a quelques échanges, et au bout de 20 secondes, j'ai pas vu venir le direct, il est passé entre les deux gants. Donc je le prends à la pointe du menton, et là je fais l'ascenseur, mais rapidement. Donc heureusement pour moi, le boxeur il a pas vu, ni l'arbitre, je me suis pas fait compter. Par contre, j'ai vu le gars en triple. Donc je voyais sa tête qui était superposée, je voyais 2-3 visages, et là je commençais à paniquer un petit peu, mais dans ma tête, je me souviens que mon coach m'a dit que si jamais ça t'arrivait, tu fixes un point. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai fixé son nez, pour pas que mes yeux vont dans tous les sens et ma tête tourne. J'ai fixé son nez, j'ai accroché son bras, je l'ai tourné, donc j'ai un petit peu truqué, le temps de récupérer. J'ai reculé, j'ai bougé, et puis après c'est passé, mais on va dire, il m'a mis tout de suite à la page, quoi. Je savais que... Voilà, d'ailleurs, c'est vrai que quand il y a beaucoup de boxeurs qui se sont fait toucher, ils paniquent, ils bougent dans tous les sens, ils regardent leur coin, ils regardent l'arbitre. Exactement. C'est vrai que c'est un réflexe qui est pas très bon. Qui est très mauvais d'ailleurs, parce que tu perds l'équilibre en fait. Quand tu commences à regarder un petit peu partout, tu as le cerveau qui tourne très vite et là, tu tombes par terre forcément. Alors que si tu fixes un point, bon là, si le gars voit que tu as touché et que l'arbitre aussi, l'idéal c'est de poser un genou à terre en vérité. Mais bon, là, j'avais pas encore cette expérience, c'était le premier combat pro, donc je l'ai pas fait. Mais heureusement, je m'en suis sorti de cette manière. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur la 4e reprise. Merci Karim pour ton expérience. Merci à toi, Jérémy, c'est un plaisir d'avoir échangé avec toi. Pour nous, je vous donne rendez-vous très prochainement pour la 5e reprise. À bientôt.